Salut chers amis, nous revoilà dans une autre vidéo, mais une vidéo très importante pour vous parce que il s'agit de lancer effectivement votre plateforme web. Mais nous verrons donc de quoi est-ce que vous avez besoin pour pouvoir lancer cette plateforme web. Nous allons voir les éléments concrets et précis dont vous avez besoin. Donc le premier élément ici, c'est le fournisseur d'accès à Internet. On l'appelle encore fournisseur de services Internet, qui est un organisme offrant une connexion à Internet. OK? Donc, il est là comme un revendeur de la connexion à Internet. Si vous en avez besoin, vous vous rapprochez d'un FAI et il va vous donner, n'est-ce pas, les différentes possibilités pour avoir cette connexion à Internet par votre smartphone ou bien par un autre canal. OK? La plupart du temps, ce sont des opérateurs. OK? Donc, l'accès à Internet donc, peut se faire par plusieurs manières. La première manière, c'est par le biais des liaisons téléphoniques ADSL. Ça veut dire que chez vous, le FAI va venir installer un téléphone, ok, un téléphone, et là, vous aurez également un équipement qu'on appelle modem ADSL qui permettra de faire la traduction entre le flux téléphonique et le flux numérique qui va vous permettre d'aller sur Internet. Il y a également le mécanisme par le biais satellitaire, ok, ce qui veut dire donc que le FAI va se connecter sur ces équipements satellitaires, ok, pour pouvoir vous offrir la connexion à Internet. Ce moyen est beaucoup utilisé lorsque les mécanismes filaires ne fonctionnent pas, ok. En ce moment donné, le FAI va n'est-ce pas, utiliser, n'est-ce pas, ces mécanismes satellitaires. On a également l'utilisation des fibres optiques. Ça veut dire que le fournisseur d'accès Internet va installer ces fibres optiques un peu partout. Et puis, à travers ces fibres optiques qui ont une caractéristique très robuste par rapport aux conditions néfastes, vous aurez donc une connexion Internet très rapide. Et enfin, nous avons les réseaux mobiles. Ça peut être un réseau mobile 4G, 5G, ok, qui vous permet soit par le biais de votre SIM ou bien par le biais de votre smartphone d'aller sur Internet. Vous pourrez également utiliser une clé USB 4G ou bien un modem 4G pour pouvoir aller sur Internet. Ces équipements-là sont mis à votre disposition par le biais, n'est-ce pas, du fournisseur d'accès à Internet, moyennant bien entendu des coûts. On a maintenant le débit ou bien la bande passante. Lorsque vous voulez aller sur Internet, vous avez besoin de spécifier quelle est la bande passante requise selon l'activité que vous voulez faire sur Internet. Ok? Par exemple, si vous voulez installer une télévision IP, c'est-à-dire une télévision qui va obtenir ses images à partir d'Internet, ça demande que vous ayez une bande passante conséquente pour pouvoir avoir ces informations-là. Donc la bande passante, c'est quoi? C'est la quantité maximale de données. Ça peut être des données audio, texte ou bien vidéo, ok, qui peut véhiculer dans un canal de transmission tel que la fibre optique, le Wi-Fi, l'ADSL par unité de temps qui peut être généralement par seconde. Alors, maintenant, le débit, c'est quoi? C'est la quantité de données réelles, maintenant, qui véhicule dans le canal de communication. Donc, la bande passante est plutôt théorique et fixe la borne maximale, tandis que le débit, c'est la quantité de données réelles qui va véhiculer dans le canal de communication. Laissez-moi un peu vous présenter comment ça se passe. Alors, ici, supposons donc que je veux télécharger, je suis en train de vouloir télécharger ce fichier-ci, ok? Lorsque je vais donc lancer le téléchargement, alors lorsque je vais lancer le téléchargement, vous voyez bien ici, là, s'affiche par exemple 18 mégabits par seconde, etc. Là, c'est le débit, c'est-à-dire ça, c'est la quantité effective de données qui est en train d'être téléchargée par seconde. Ça, c'est le débit. Ok, donc le débit est visible par l'utilisateur lorsqu'il envoie la donnée ou bien lorsqu'il télécharge la donnée. Alors, on a donc deux types de bandes passantes. On a la bande passante montante qu'on appelle bande passante upload ou bien encore téléversement. Et puis on a la bande passante download ou bien téléchargement ou bien la bande passante descendante.
Ok? Ça veut dire que lorsque vous envoyez une donnée sur Internet à partir de votre ordinateur ou bien à partir de votre smartphone à direction d'Internet ou bien d'un destinataire qui est sur Internet, alors on parle de bande passante upload. Mais lorsque vous prenez une information à partir d'Internet pour votre ordinateur ou bien pour votre smartphone, on parle de bande passante download. Ok? On peut avoir 512 kilobits par seconde comme bande passante de téléversement. On peut également avoir 2 mégabits par seconde comme bande passante de téléchargement. Donc lorsque vous avez cette syntaxe-ci, par exemple 200 mégabits par seconde, slash 100 mégabits par seconde, le premier nombre représente le download et le second représente l'upload. Ok? Donc par exemple, en théorie, nous savons que lorsque vous avez un box ADSL, vous pourrez télécharger entre 1 et 20 mégabits par seconde, ça veut dire download, et vous pourrez envoyer des données entre 128 et 800 kilobits par seconde. Ok? Donc, maintenant, puisqu'on parle de données, ça fait donc référence à l'unité d'information en informatique qui est le bit. Ok? Et là, il y a donc plusieurs mesures qui existent. On peut avoir l'octet, on peut avoir le kilooctet, on peut avoir le mégaoctet, etc. Donc, un octet ou bien un byte en anglais, B majuscule, vaut 2 puissance 3 bits, c'est-à-dire 8 bits. Un kilo-octet ou bien un kilobyte vaut 2 puissance 10 octets, c'est-à-dire 1024 octets. Ça peut encore valoir 1024 fois 8 bits si on veut remplacer octet par 8 bits, etc. Donc là, ce sont les mesures qui vous permettent de caractériser donc une donnée. Donc prenons donc un exemple pour vous montrer l'importance de la bande passante. Lorsque vous voulez envoyer un fichier PDF par exemple de 1 méga, combien de temps est-ce qu'il vous faut? Ici, on suppose par exemple que la bande passante montante, upload, puisqu'on veut envoyer un fichier, on s'intéresse à la bande passante upload, vaut 512 kilobits par seconde. Alors, en faisant tout simplement la règle de 3, on va donc dire 512 kilobits par seconde équivaut à une seconde. 512 kilobits équivaut à une seconde. À combien va donc équivaloir 1 mégabit que je veux envoyer? Donc 1 mégabit, c'est encore 1 fois 2 puissance 10 kilobytes. Ok, si on se réfère au tableau ci-dessus, on va donc substituer 1 mégabyte par 2 puissance 10 kilobytes. Et puis on va substituer donc 1 byte par 8 bits en se référant au tableau ci-dessus. Ça fait donc qu'on aura 1 fois 2 puissance 10 fois 8 kilobits. Et en faisant dans la règle de 3, qu'est-ce qu'on a? On aura tout simplement que x vaut 16 secondes. Donc on pourra donc envoyer donc ce fichier PDF en 16 secondes. Donc on voit donc ici l'intérêt de bien spécifier la bande passante lorsque vous allez chez le FAI. Ok. Donc on voit bien que si vous voulez installer par exemple une télévision IP et que vous voulez utiliser donc Internet pour acquérir vos vidéos, vos informations, alors il vous faudra par exemple une bande passante download conséquente parce que vous allez télécharger tout le temps en temps réel des vidéos ou bien des informations qui pèsent. Donc une fois donc que vous avez spécifié cela au fournisseur d'accès Internet et que vous avez payé par rapport à la bande passante que vous voulez, il va donc vous délivrer en réalité une adresse qu'on appelle adresse IP qui vous permettra de naviguer sur Internet. Cette adresse est écrite sous la forme XYZW où XYZW sont des décimaux. Okay? Comme exemple, on peut avoir 192.168.1.2 ou bien 172.16.1.3. Donc en supposant que vous allez sur Internet à partir de votre smartphone, ici j'ai mis une image qui vous montre, n'est-ce pas, les étapes pour pouvoir identifier l'adresse IP que l'opérateur vous donne pour aller donc sur Internet. Donc une fois que vous avez rempli toutes ces conditions chez le fournisseur d'accès Internet, maintenant vous allez vous poser la question par exemple, comment créer ma plateforme web pour vendre mes produits et services et comment la rendre publique ou bien comment rendre public mes services et mes produits pour que n'importe qui puisse
y accéder, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Burkina Faso. Ok? Pour cela, vous avez donc besoin de vous rapprocher vers un organisme qu'on appelle hébergeur, qui est un organisme déjà un peu de confiance sur Internet, qui va vous faciliter, n'est-ce pas, ces opérations-là. Il y en a plusieurs selon les pays, le pays dans lequel vous vous trouvez. Ici, j'ai listé, n'est-ce pas, quelques-uns qui se trouvent au Cameroun. Ok? Voilà. Donc, une fois que vous avez identifié dans votre hébergeur, il vous faudra maintenant choisir quel est le nom de domaine qu'on va donner à votre activité. Le nom de domaine, c'est tout simplement une identification sur Internet qui permettra à tout consommateur de savoir de quelle activité il s'agit sur votre plateforme. Par exemple, comme exemple de nom de domaine, on peut avoir www.univdere.cm. Ici, on comprend bien que l'université de Ngaoundéré, n'est-ce pas, c'est un nom de domaine qui correspond à l'université de Ngaoundéré. Ok, donc le nom de domaine doit être indicateur, doit être parlant par rapport à l'activité que vous voulez offrir. Donc un exemple, www.élevage.cm. On comprend ici que l'activité que vous voulez offrir, c'est quoi? L'activité que vous voulez offrir concerne l'élevage. On a en général deux types de domaines. On a les domaines qui sont liés au pays, Country Code Top Level Domain, CCTLD, qui se précise, qui se spécifie avec un point suivi de 2 caractères. Et puis, on a ce qu'on appelle le Generic Top Level Domain, GTLD, qui se spécifie avec point 2 caractères ou bien 3, bref, au moins 2 caractères après le point. Ok? Le GTLD, autant pour moi, est là pour préciser de quel type d'activité vous voulez desservir. Donc ici, on voit quelques exemples de CCTLD. .cm qui concerne le Cameroun, .bf qui concerne le Burkina Faso, .td qui concerne le Tchad, .ma qui concerne le Maroc, .sn qui concerne le Sénégal, .fr qui concerne la France. Et concernant dans les GTLD, on peut dire le .org. Ça veut dire que vous voulez mettre en place une entreprise, une organisation à but non lucratif. Si vous prenez le .com, ça veut dire que votre entreprise est à but commercial. Si vous prenez le .edu, ça veut dire que votre entreprise est à but éducatif. Et si vous prenez le .org, ça veut dire que vous avez une entreprise, une institution gouvernementale. Et si vous prenez le .biz, par exemple, ça veut dire que c'est une entreprise de business. Donc, il y a donc plusieurs types de GTLD et puis plusieurs types de CCTLD. Ça dépend de vous. Prenons maintenant cet exemple-ci. Si on a dans l'exemple www.minesub.gov.cm, alors ici, lorsqu'on prend CM, ça veut dire que nous sommes au Cameroun. Lorsqu'on prend Gov, ça veut dire qu'il s'agit d'une institution gouvernementale au Cameroun. Et maintenant, lorsqu'on prend Minesub, ça veut donc dire que le Minesub est une institution gouvernementale camerounaise. Donc, une fois que vous avez donc défini votre nom de domaine par rapport à votre activité, il faut donc vous rendre chez l'hébergeur pour vérifier que le nom de domaine n'est pas encore pris par quelqu'un d'autre. Ok? Je vais donc vous présenter comment ça se passe. Ici, je suppose que l'hébergeur, je suppose que mon hébergeur c'est Camon. Je ne fais pas de publicité. Alors, je suppose donc que j'ai choisi le nom de domaine élevage.cm. Alors là, je vais donc lancer. Il va donc fouiller pour voir est-ce que ce nom de domaine est encore disponible. Vous voyez donc ici, il me dit élevage.cm est encore disponible et il m'affecte le prix, il m'indique le prix qu'il faut payer pour ce nom de domaine. Il m'indique par exemple que élevage.pro est déjà pris, élevage.net est déjà pris, élevage.os est encore disponible, autant pour moi, élevage.biz est encore disponible, etc. Vous voyez? Donc selon la disponibilité, vous pouvez donc payer pour avoir cela. Ok. Et vous voyez également qu'il y a des domaines qui coûtent plus cher que d'autres. Ok. Pourquoi? Parce que ça dépend, n'est-ce pas, de la renommée de ces domaines-là. Par exemple, le .biz coûte dans les 13 000 ici, dans ce cas-ci. Le .tv, c'est dans les 22 900. Vous voyez que plus vous prenez ce nom de domaine, plus vous aurez une visibilité importante sur Internet.
Donc, ok. Donc, une fois que vous avez donc choisi, votre nom de domaine a été disponible et vous l'avez choisi. Alors, maintenant, puisque vous êtes en entreprise et on suppose donc que votre nom de domaine c'est wélevage.cm, vous n'allez tout de même pas échanger des communications avec les employés en utilisant vos adresses personnelles. Non, ce n'est pas professionnel. Heureusement pour nous, l'hébergeur, n'est-ce pas, nous permet de créer des activités, des adresses email professionnelles, c'est-à-dire des adresses email qui vont comporter le nom de domaine qu'on a utilisé, qu'on a choisi pour notre activité. Donc, ces adresses email seront par exemple du style chafos@elevage.cm. Ça veut dire que ça commence donc par le nom de l'employé ou bien par le pseudo de l'employé, suivi de arrobase. Le arrobase veut dire donc qu'il s'agit d'une adresse email et suivi du nom de domaine elevage.cm. Ça peut également être contact@elevage.cm si jamais un utilisateur ou bien un internaute veut nous adresser un courriel, un message. Il va donc par exemple envoyer à contact@elevage.cm qui est l'adresse email de contact pour l'entreprise elevage.cm. Alors, concernant dans le type de communication, on peut avoir des communications directes. Ça veut dire donc qu'un employé peut envoyer, n'est-ce pas, un courrier ou bien un message directement au directeur, par exemple, en précisant l'adresse email de l'entreprise du directeur. Ça, c'est une communication directe. Maintenant, on a les communications indirectes. On a deux types. On a ce CC, c'est-à-dire copie carbone, et puis on a le BCC qui est le blind copie carbone, c'est-à-dire copie carbone invisible. Donc, lorsqu'un employé envoie une information ou bien un message à un destinataire en précisant la copie carbone, ça veut donc dire que l'adresse IP qui est en CC sera informée du message qu'il a envoyé au destinataire. Lorsqu'on prend l'exemple, par exemple, si là, on envoie un message à chafos@elevage.cm. Lorsqu'on met en copie carbone directeur@elevage.cm, ça veut dire que le directeur sera informé du message qui a été envoyé à chafos@elevage.cm. Il aura exactement le même message qui va lui parvenir. Cela est généralement fait lorsque vous voulez informer le directeur des différents échanges que vous faites au sein de l'entreprise. Maintenant, on peut avoir le blind copie carbone invisible. Dans le cas de l'exemple ici à droite, on a ajouté PDG en BCC. Ça veut donc dire que le PDG également aura l'information que vous envoyez, ok, mais Chafros par exemple, Chafros ou bien le directeur ne sera pas informé que le PDG a l'information. Ça, c'est la différence. Ok. Dans le premier cas de communication indirecte, Chafros sera au courant que le directeur a eu l'information. Mais dans le deuxième cas-ci, le Chafros ni directeur ne seront informés que le PDG a également l'information. Pourquoi? Parce qu'il est en mode invisible spécifié par BCC. Chers amis, voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'ose croire qu'elle a été intéressante. Je pense que à présent, vous avez le nécessaire pour pouvoir lancer votre affaire sur le web. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de poster des commentaires si vous avez des incompréhensions. À nous revoir dans la prochaine vidéo pour d'autres choses si édifiantes. Merci et d'ici là, portez-vous bien.